Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Bonjour Isaac. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as un événement à nous présenter qui aura lieu le 4 juillet à 14h au Centre national de la fonction publique territoriale dans le 12e à Paris. Le forum libre et responsable d'agir au service du public. Tu en reparleras certainement. Mais là, du coup, je mettrai d'ailleurs en note de podcast le lien pour s'inscrire. Là, ce qui m'intéressait, c'est que dans le cadre de ce forum et en général, je vais te laisser te présenter, mais tu as certaines idées, certaines propositions que je trouve très intéressantes que tu vas nous exposer brièvement. Mais auparavant, Isaac, voilà, comment tu aimes te présenter? Alors, je me présente comme auteur des ouvrages, dont certains best-sellers. Je suis conférencier et je suis professeur à l'ESCP, donc qui est une école de management, l'ESCP Business School, ça s'appelle, voilà, à Paris. Oui. Et donc, tu as créé, enfin, en tout cas, tu as lancé un certain cercle des pionniers. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors j'ai co-créé ça avec Antoine Gisardin, qui est co-auteur, d'un d'un rapport qui a été commandé en 2019 par la DITP, la Direction interministérielle de transformation publique. Et ce rapport s'intitule « Que peuvent apprendre les entreprises libérées pour la fonction et l'administration publique ?» D'accord. Et donc, c'est un rapport qui est paru en février 2019, qui était le plus téléchargé cette année du site de la DITP et qui était très, très, très positif vis-à-vis des leçons des entreprises libérées, que je pourrais définir, pour le monde de l'administration. Et moi, depuis que je travaille sur les entreprises libérées, à peu près de 2000, j'ai étudié depuis 2005, et mon livre est paru 2009, après traduit en français en 2012, etc. Et que j'ai eu quand même beaucoup de contacts avec des administrations. Et certaines administrations, ils m'ont dit, tiens, nous, on se reconnaît absolument dans cette philosophie, dont la première, c'était le ministère belge de la Sécurité sociale, qui sont venus me voir, mais eux, ils ont fait cette transformation à 2008. Et après d'autres. Et donc, en discutant, effectivement, et avec des acteurs de l'administration, de la fonction publique. Et on m'a invité d'ailleurs à donner aussi pas mal de conférences dans les ministères, dans les collectivités, etc., sur ce sujet, qui les intéressait énormément. Même devant les parlementaires et sénateurs qui traitent des sujets de travail et affaires sociales, etc. Donc, tout le monde était très intéressé par ces sujets. Voilà. Mais j'ai assez vite compris qu'il y a des spécificités entre un agent et un salarié de l'entreprise. Et donc, ces spécificités-là, il faut prendre en compte parce que, et là, je vais donner cette définition de ce qui est l'entreprise, l'organisation libérée. Et c'est une organisation dans laquelle la majorité des salariés jouissent à la fois de la responsabilité et de la liberté de prendre des actions pour le bien de leur organisation, ou pour la vision de leur organisation. Et donc, j'ai compris et c'est une philosophie, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a rien de tout ça, c'est chaque fois très contextuel et chaque entreprise, chaque organisation doit co-construire leur propre mode de fonctionnement dans le respect de ces principes. Et donc, le contexte, évidemment, des administrations. Et quand on dit des administrations, encore, on n'a rien dit, parce que j'ai bien compris qu'est-ce que c'est la fonction publique d'État, par exemple, la différence entre les collectivités. Et c'est quoi la différence entre une petite commune et une énorme ville, mairie, sans parler de la région en France, etc. Donc, et j'ai visité, je connais un peu toutes et puis il y a des différentes administrations, il y a les caisses premières assurance maladie, il y a OPH, tout ce que vous voulez. Donc, les différences sont énormes et il faut tenir compte à la fois, il y a quelque chose qui est ce qu'on appelle un agent,
hein, et puis l'autorité de tutelle et les lois qui s'appliquent, etc., etc. Mais il y a aussi des différences spécifiques. Donc voilà. Donc tout ça nous a amené à réfléchir avec Antoine que je rencontrais. D'abord avec la DETP, mais par la suite à titre comme voilà d'une communauté qu'on a créée, la communauté des bonnes pratiques, si on appelle, de partage entre les dirigeants. Attention, que des numéros 1 qui se sont lancés dans ces transformations. Et donc l'idée, c'est de les réunir. Donc je termine. Hein, donc plutôt que chacun il fasse, et il y en a des dizaines et des dizaines, dans son coin, et donc il avance. Hein, mais si on se met ensemble et qu'on partage nos pratiques, nos difficultés, et qu'on met sorte de, on se donne des outils, ce qu'on appelle parfois l'intelligence collective, c'est très galvaudé, mais on travaille ensemble. Hein, donc avec l'expérience de nous tous pour, par exemple, se pencher sur une problématique d'un tel ou autre, bon, on avance beaucoup mieux. Voilà. Et donc, pour terminer, et là, je termine vraiment, c'est que à un moment donné, bah, on a décidé, c'est déjà 3 ans qu'existe ce cercle, hein, donc on a décidé de partager les expériences, les pratiques de ces organisations dans lesquelles on a des collectivités, on a des caisses première assurance maladie, où il y a un SDIS de sapeurs-pompiers, donc il y en a une variété suffisamment large, établissements médico-social, etc., pour partager par les collaborateurs eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas les dirigeants qui parlent, c'est le collaborateur qui parle. Comment on recrute, comment on prend des décisions, comment on intègre un nouveau collaborateur, comment on fait des budgets, etc., etc. Voilà, sans qu'il y en a un N+1 ou N+2, N+3 qui nous disent comment il faut faire et que nous, on était simple exécutant. Non, on est responsable et libre. OK. Voilà, petit résumé. Alors, tu parlais de libérer une administration. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi sur le terrain, libérer une Alors là, administration? on entre dans un sujet volontairement parce que c'est un terme, alors l'entreprise libérée, organisation libérée, Mmh. qu'on a voulu, il est émergé comme ça d'ailleurs grâce aux journalistes, hein, peut-être des podcasteurs aussi, hein, puisqu'on a parlé avant l'entreprise fondée sur la responsabilité, la liberté, etc. Mais bon, et ça en réalité, c'est un terme qui était très interpellant. Et donc, est resté comme ça, on peut le dire, dans l'histoire. Ça interpelle des je ne sais quoi libérés. Alors, du coup, en France, comme tout le monde a fait le bac de philo, alors libéré de quoi, libéré pour qui, est-ce que c'était une prison, est-ce que c'est quoi? Donc, ça anime beaucoup hein, des discussions et c'est très bien hein, comme ça. Maintenant, concrètement, ce qu'on libère, on libère l'initiative et l'action. On libère cette initiative et l'action qui est là et qui est malheureusement, et c'est ça qu'on entend sur le terrain, est étouffée. Quand tu discutes à tel ou autre, dans ce cas, agent, bah, il y a des, je sais pas, des usagers qui se plaignent, il y a ça qui ça marche pas, il y en a ici des gaspillages. Est-ce que vous savez quoi faire? Bah oui. Mais est-ce que vous pouvez? Bah non. Mmh. On a proposé, ou on n'a pas le droit, ou on a ceci, on a cela. Donc, le mode de fonctionnement fait que les gens n'en sont ni responsables, c'est le chef qui est responsable, c'est le N+1 qui est responsable, ni libre d'agir pour le bien des usagers. Or, c'est pour ça qu'ils ont choisi Oui. ce métier, c'est pour ça que j'ai cette vocation d'être au service du public. Et ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a une véritable souffrance. Mmh. Véritable souffrance. Voilà. Mais alors ce que tu dis, ça résonne beaucoup. En ce moment, je travaille beaucoup sur le principe de subsidiarité Oui, oui, et absolument. ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à ça, Oui, quoi. oui, oui. Alors, subsidiarité, c'est un terme qui ressemble beaucoup à ça, qui date d'ailleurs, les origines, ils sont religieuses, hein. Ça date, je crois, alors je suis pas un spécialiste, je crois, de saint Thomas d'Aquin, ou peut-être même de saint Augustin, je me rappelle pas, mais maintenant c'est inscrit même dans l'Union européenne. C'est un principe qu'on donne l'autonomie, la responsabilité et la liberté d'action à un niveau qui est compétent et capable. Oui. Donc, si par exemple dans le pays, bah, ce qui peut se décider au niveau de la famille, il va pas être décidé au niveau de la commune, il va pas décider au niveau plus haut de la région ou de l'État. C'est la famille qui décide. Et par exemple, hein, Mmh. dans quel je ne sais pas quoi crèche inscrire son enfant, hein, Mmh. même quand il y a des places, hein, souvent il y en a pas. Mais
Et donc, on va pas leur dire, vous vous inscrivez votre crèche là. Mais par exemple, pour l'école publique, là, il y a déjà la ville qui va intervenir. Elle va dire, non, 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 vous habitez là, donc vous allez mettre vos enfants là et pas ailleurs. Donc, voilà. Donc, mais c'est dans certaines entreprises, d'ailleurs, on va appeler ça pas l'autonomie, on va appeler ça la subsidiarité. On va pas appeler le terme liberté d'action, mais la subsidiarité. Donc, c'est OK. c'est très proche. Ouais. OK, donc je pense que j'ai compris. Concrètement pour les agents, qu'est-ce que ça change dans leur quotidien? Est-ce que c'est moins de reporting? Est-ce que c'est plus d'initiatives? Et Ouais. à quel prix, du coup? Alors, c'est ce que tu dis, Linda. Il y a ces tendances-là. Je sais pas où c'est naturel parce qu'on est habitué au modèle, on est habitué de cocher les cases et on dit, Mmh. bah, est-ce qu'ils ont des pointeuses? Est-ce qu'il y a du reporting? Est-ce qu'il y a des budgets? Est-ce que de ceci? Est-ce que de cela? Est-ce qu'ils sont tous en open space? Ouais. Bon. Non, il n'y a pas de modèle. Je répète, c'est une philosophie. Il n'y en a pas de modèle, ni de recette miracle, comment mettre ça en place. C'est une philosophie. Donc, cette philosophie-là, elle implique quoi? Elle implique, par exemple, la confiance et le respect des collaborateurs, par exemple, Mmh. et l'équité, Mmh. par exemple. Donc, il y en a dans beaucoup de ces entreprises, on discute de ces sujets-là, c'est-à-dire autour de quelles valeurs on souhaite d'être animé par rapport à cette philosophie-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable? Donc, on nous fait confiance, on prend une décision, oui ou non? Sinon, on n'est pas responsable. C'est la parole en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, etc., etc. Et donc, une fois que vous avez décidé de tout ça, il y a une deuxième étape, ben, on regarde autour, mais c'est quoi nos modes de fonctionnement, les pratiques, les procédures, les normes, etc. Est-ce qu'ils sont en accord avec tout ce qu'on a annoncé ou c'est juste des déclarations pour sembler d'être très avancé, progressiste, on va savoir quoi. Mmh. Ben, par exemple, si j'ai besoin d'acheter j'ai besoin de la nouvelle souris pour mon ordinateur parce que ma souris est cassée. Et je réponds, je suis à appel, les usagers appellent par téléphone, j'ai besoin d'accéder à l'ordinateur rapidement, j'ai pas de souris. C'est quoi chez nous? Bah, chez nous, il faut remplir un formulaire, c'est 4 signatures et on va falloir attendre 2 mois. Mmh. Donc Faire un appel ça d'offres. voilà, éventuellement, peut-être pas pour 30 €, hein, mais J'espère. est-ce que c'est ça éventuellement le respect de moi en tant que professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire un respect de professionnel? C'est un des principes essentiels, c'est qu'on me donne des moyens de faire mon travail. Sinon, si on ne me donne pas ces moyens, on me manque de respect. On me fait faire un travail de très mauvaise qualité et pas du tout de la qualité dont je suis capable. Donc, plutôt que ça, on va demander à des gens de quoi avez-vous besoin dans le respect et les contraintes budgétaires, évidemment. C'est pas une question d'acheter quelque chose pour 5 000 €, mais pour 30 € ou dans certains contraintes, ben, vous pouvez l'acheter et vous amener le reçu et puis vous allez être remboursé Mmh. dans les jours qui viennent. Pour pouvoir bien travailler, non pas pour vous faire plaisir, je répète, mais pour le service public, Mmh. pour que l'usager soit content. Enfin, Isaac, clairement, Oui, cette philosophie, elle va amener des résistances, des incompréhensions, des peurs. Comment on peut les aborder, du coup, toutes ces dynamiques oui. internes? Alors, il y en a des résistances. Je n'ai jamais vu encore une résistance de la part des salariés, donc des agents en l'occurrence, qu'on leur propose de organiser et travailler différemment pour qu'ils soient mieux Mmh. et qu'il y ait un bien vivre. Par exemple, s'il a une chaise dans laquelle il a mal au dos, et on va dire, ben, vous allez pouvoir avoir une chaise ergonomique. Et je Mmh. pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont résister ou faire de l'action sociale sur le sujet. Ou que vous avez Effectivement. un petit écran qui date de 10 ans avec la très mauvaise résolution, donc vous abîmez la vue et qu'on va vous acheter un écran correct pour que vous, madame, qui vous d'ailleurs une assistante, hein, vous allez avoir un écran peut-être de plus grande taille que le grand dirigeant, Mmh. que lui statutairement, il a un très grand écran, mais il ne regarde jamais. Oui. Ouais, parce que c'est vous Ouais. qui êtes sur l'écran. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de résistance là-dessus. En revanche, oui, Linda, il y en a des résistances parce qu'il y a des zones de confort et surtout, il faut s'attendre à des résistances. Attention, elles sont pas majoritaires, mais elles existent et sont importantes, de ce qu'on appelle des encadrants.
Oui. de ce qu'on appelle des managers. Parce que la définition, et c'est comme ça que finalement ils étaient promus, c'est comme ça qu'on décrit leur rôle, c'est que leur rôle, ce sont le rôle des experts, c'est-à-dire qu'ils savent mieux que le subordonné comment il faut travailler. Donc du coup, ils disent à leurs subordonnés, ils les dirigent, ils donnent des instructions, et les contrôler pour que ce soit bien fait. Donc le sens du travail de manager, c'est ça. Du coup, par ricochet, l'agent devient un exécutant. Lui, il n'a pas besoin de réfléchir. On ne le demande pas de réfléchir. On le demande d'exécuter les idées de ses supérieurs. Mais ces supérieurs-là, si on le dit, il faut faire confiance à ces gens-là. C'est qui est 8 heures ou 9 heures par jour face aux usagers, face des problématiques du terrain, etc. C'est qui est jardinier dans l'agenda municipal? C'est vous, monsieur, ou c'est le gars là-bas? Donc, peut-être quand il y a ça ou ça comme défi ou un sujet, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils me proposent, qu'est-ce qu'ils en pensent, il faut leur faire confiance. Et après, on en discute de la solution, on discute effectivement, on explique les contraintes, éventuellement budgétaires, peut-être légales, peut-être autre chose. Et donc, votre rôle, c'est un rôle d'un leader, de facilitateur, d'accompagnateur, de coach. Il y en a plein de mots comme ça qui circulent, mais pas du tout du chef, hein, ni de surtout petit chef. Hein. Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis là et effectivement, quand je compare ce que tu dis par rapport à mon expérience, personnelle, c'est vrai qu'on se retrouve, vis-à-vis de c'est très nouveau, c'est très innovant, c'est pas habituel et c'est frais, ça fait du bien en tout cas. Alors Linda, c'est pas nécessairement très nouveau et très frais partout, hein. Prenons un grand service public qui s'appelle l'armée. Mmh. Par exemple, dans les armées, les forces spéciales fonctionnent comme ça depuis des décennies. Mmh. C'est pas le grade, c'est la fonction qui compte. Et si il y a une unité qui intervient et c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui est un expert en explosifs, c'est lui qui va être un leader de cette équipe, même s'il y a un officier à l'intérieur et quelqu'un qui est plus gradé que lui, etc. Donc c'est celui qui peut guider ou faciliter ou être un leader ou mener une équipe par rapport à son expertise, sa connaissance, ou éventuellement même son interrelationnel, parce que quelqu'un qui coordonne, il doit s'entendre bien avec des gens. Comme on dit d'ailleurs dans le langage comme ça un petit peu, il doit aimer les gens. Mmh. Et donc c'est lui qui va être ce leader-là, et pas nécessairement quelqu'un qui a un grade supérieur, un rang supérieur, etc. Mmh. Donc ça existe dans l'armée, ça existe dans un certain nombre d'autres. Je vais peut-être donner encore un exemple. On a parlé beaucoup des hôpitaux, parce qu'il y a encore une fonction publique très importante Mmh. hospitalière. On en a parlé, mais après, on a vite décidé de ne pas parler. Qu'est-ce que s'est passé pendant la Covid? Mmh. Pendant la Covid, on était Oui. obligé de faire confiance Mmh. à du personnel de terrain. Plus de les diriger, plus de leur donner des ordres, plus de leur donner des instructions, des procédures, etc. Juste faites tout ce que vous pouvez pour sauver la vie. Et ils ont fait au prix des énormes sacrifices. Mais une fois que la Covid a disparu, la structure est revenue. Ouais. Et Mmh. aujourd'hui, quand on discute avec les médecins, on peut en discuter, le temps qu'ils passent pour remplir de la paperasse, des procédures, des trucs, plutôt que soigner des malades, il y en a pas mal qui quittent la fonction publique parce qu'ils s'y retrouvent pas. C'est pour ça qu'ils sont venus. Mmh. Oui, ça c'est vrai. OK, Isaac, dernière question. Si jamais tu devais convaincre un dirigeant de libérer son administration ou son service, Hmm. qu'est-ce que tu lui dirais? Ah oui, donc ça c'est une très très bonne question et très grande question, parce qu'effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce cercle, parce que tout commence par les dirigeants. Pourquoi tout commence par les dirigeants et pas par les agents, dont je reçois beaucoup de messages et j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai entendu, etc., et qui souhaitent ça ardemment. Ils souhaitent ça ardemment. La grande majorité, d'être autonome, d'être responsable, plutôt qu'être un simple exécutant, ce qu'on appelle plutôt qu'être infantilisé, tout simplement, hein, donc Mmh. d'être traité comme un enfant et qui ont dit ce qu'il faut faire en permanence et qui ont contrôle. Donc les agents le souhaitent, et j'ai un certain nombre de syndicalistes que j'ai rencontrés qui le souhaitent, parce que le syndicaliste veut qu'on traite les salariés avec le respect et la considération. Ouais. Et il milite pour ça. J'ai entendu un certain nombre des cadres et des managers, mais toutes ces des RH, mais toutes ces personnes-là n'ont pas le mandat pour transformer leur organisation. Ils n'ont pas. Il y a que le numéro un qui a. Est-ce que Mmh. c'est un DGS?
D'ailleurs, ce mandat-là, sur papier, attention, si c'est un DGS, il doit parler avec son maire élu ou son élu. Est-ce que c'est un directeur d'une telle ou autre administration, d'une caisse primaire assurance maladie, par exemple, le directeur de PH. Donc, c'est ces personnes-là qui peuvent initier la transformation. Et donc, première chose. Et deuxième chose, c'est à cette personne-là, s'il s'adresse à moi, je quand même essaye de voir et discuter, est-ce que cette personne-là, il a fait le travail sur lui-même? Et pour faire simple, sur son ego, sur lâcher prise. Parce que il est très, très dangereux et je le déconseille vivement de se lancer dans ça sans avoir fait ce travail parce que, comme disent les Québécois, les bottines vont pas suivre les babines. Et qu'il va faire des déclarations, mais par derrière, il n'a pas fait le travail sur lui-même et donc il va intervenir. Il va reprendre les décisions des uns des autres. Il va pas s'empêcher de monter sur la scène et prendre la parole en premier, etc. Et tout ça, c'est totalement contraire à cette philosophie qui est une philosophie de la confiance, responsabilisation et la liberté d'action et d'initiative des agents, des salariés. Voilà. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Faites un travail sur votre ego, vous n'en ressortirez que plus grand, Absolument. vous et les autres. Et pour dire, Linda, ça paraît comme quelque chose d'insurmontable, mais c'est pas vrai. Il y en a des personnes, je rencontrais beaucoup de dirigeants. Il y en a certains qui n'ont pas besoin, d'abord. Donc, voilà, ils ont quelque part, comme ça, peut-être par l'éducation, par le parcours, mais ils sont ce qu'on appelle humbles, mais voilà, ils se considèrent pas d'être supérieurs, meilleurs, plus intelligents, plus brillants. Et que les autres, ça se voit dans leur comportement. Mais il y en a la majorité, ils ont travaillé avec des coachs. Il y en a beaucoup de coachs qui font un très, très bon travail sur ça parce qu'ils comprennent que c'est eux le premier obstacle pour cette transformation. Donc, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Et puis, par la suite, eux et aussi les managers sur place. Si vous prenez, par exemple, le SDIS de 76, dont Stéphane Gouezek, le colonel, et les membres de notre cercle, et lui, il a travaillé énormément avec des coachs, et maintenant, il y a 300 managers qui travaillent avec les coachs. Il y a du boulot. Voilà. Mais, et puis, il y en a, il faut pas le négliger. Je connais un certain nombre de dirigeants, pas beaucoup, qui ont travaillé avec des psys aussi, parce qu'il y a parfois des sujets qui sont des sujets très profonds. Mais globalement, le coaching fait le bon travail et on voit tout de suite les différences. On voit immédiatement et ça fait du bien aussi pour ces dirigeants. Ouais, tu prêches une convaincue là-dessus. Okay. Ok, bon Isaac, si jamais on veut te contacter, alors en introduction, j'ai évoqué le forum que tu vas lancer le 4 juillet prochain. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Alors, sur ce forum, c'est donc on a organisé ce forum prévu d'avoir d'abord des intervenants de marque, donc c'est small de patrons ou des anciens patrons des administrations, mais aussi d'un grand syndicaliste. Sur parler de tout ça pendant une petite heure et après on va faire 2 séquences d'ateliers dans lesquelles ce sont des salariés, des agents de différentes administrations qui vont parler de la façon dont eux-mêmes s'organisent, comment ils recrutent, comment ils prennent des décisions, voilà. Même dans l'éducation nationale, voilà. Donc on va avoir des différents témoignages, mais ateliers animés par les salariés eux-mêmes. Qui mieux que les salariés qui peuvent raconter comment ça fonctionne dans l'administration libérée. Et je mettrai le lien pour s'inscrire en note de l'épisode. Merci beaucoup Isaac pour tous ces éclairages. Au plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'administration. D'ailleurs, ce sera peut-être le dernier mot. Et je trouve que dans l'administration de la fonction publique, on parle avec beaucoup plus de facilité et du mot libéré que dans les entreprises. Étonnant, Étonnant. Voilà. Mais très intéressant. Merci Isaac. Je t'en prie. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.